La banque m'a dit que je devais 560 000 $ sur une hypothèque que je n'avais jamais signée. Puis j'ai découvert que ma sœur avait acheté la maison de ses rêves avec mon identité, et que mes parents l'avaient aidé à le faire. La lettre portait mon nom, ce n'était pas du publipostage, ni une offre de carte de crédit. Mon nom légal complet, Claire Anne Mercé, imprimé dans la police. Bureaucratique propre d'un avis de recouvrement, ma date de naissance, les 4 derniers chiffres de mon numéro de sécurité sociale, et un solde hypothécaire de 560 000 $, en retard de 18 mois. Avec un prêteur dont je n'avais jamais entendu parler, pour une propriété où je n'avais jamais mis les pieds. J'étais debout dans ma cuisine, les courses encore dans mes bras, un sac d'oranges pressant mes côtes. J'ai lu la lettre 3 fois avant de déposer les courses, car une partie de mon cerveau pensait apparemment que si je continuais à les tenir, cela ne pouvait pas être réel. On ne peut pas recevoir de si mauvaises nouvelles qui changent une vie, tout en tenant des oranges. Mais si, en fait. Il s'avère que oui, absolument. Mes mains tremblaient quand j'ai appelé le numéro sur l'en-tête. Un représentant nommé Steven, calme, professionnel, la voix de quelqu'un qui délivre des informations catastrophiques 8 heures par jour, a retrouvé le dossier en moins d'une minute. Le prêt avait été conclu il y a 22 mois. En retard de 18 mois, un taux fixe de 4,2% sur un billet de 30 ans. Et l'adresse de la propriété? J'ai demandé. Il me l'a lu. Je l'ai reconnu immédiatement. Le 447 Carmichael Drive. La maison où ma sœur Lorraine avait emménagé il y a 2 Noëls, avec son mari Marquet. Leurs 2 enfants. La maison qu'elle avait postée de manière obsessionnelle sur Instagram, avec le hashtag Enfin danse ma maison. La maison que ma mère avait appelée, exactement ce que Lorraine méritait, après tout ce qu'elle avait traversé. Je suis resté longtemps dans ma cuisine après avoir accroché. Les oranges étaient toujours sur le comptoir. L'une d'elles avait roulé contre l'égouttoir. Je ne l'ai pas bougé. Je dois expliquer quelque chose sur ma famille avant d'expliquer ce que j'ai fait ensuite. Parce que sans contexte, ce qui vient ensuite semble impossible, et j'ai besoin que vous le croyez. J'ai 36 ans. Je suis la fille aînée. Je travaille depuis l'âge de 15 ans, hôtesse, vendeuse, assistante de bureau, et depuis 9 ans. Responsable des comptes fournisseurs chez une entreprise de logistique de taille moyenne, Greyfield Rat. Je gagne 67 000 $ par an. J'ai un score de crédit de 791. J'ai construit ce score comme on construit n'importe quoi sans aide, lentement, soigneusement, un paiement à temps à la fois pendant 15 ans. Je vis dans un appartement d'une chambre dans un immeuble propre, mais pas luxueux. Des meubles de seconde main. Un canapé que j'ai eu d'une femme sur Facebook Marketplace pour 40 $. Les factures triées par date d'échéance sur le comptoir de la cuisine, car je ne manque jamais une date d'échéance. Des rideaux bon marché que j'ai installés moi-même, avec une tringle à tension. Parce que je ne pouvais pas me permettre les frais d'installation. Je n'ai jamais demandé d'argent à mes parents, pas une seule fois, pas même l'année où j'ai eu une facture dentaire de 3 400 $ et où j'ai mangé du riz et des haricots. Pendant 6 semaines. Lorraine a 33 ans. Elle est la fille cadette, la jolie, celle que mes parents décrivent comme « esprit libre » et que je décrirais comme n'ayant jamais été tenue responsable d'une seule conséquence dans sa vie. Elle a un don pour la crise, pas exactement pour la provoquer, mais pour générer un genre particulier de détresse chaleureuse et photogénique qui donne envie à tout le monde autour d'elle de arranger les choses. Elle a épousé Marc Ansley. À 26 ans. Ils ont eu 2 enfants rapidement. Lorraine a fait du travail à temps partiel, une boutique, du conseil en médias sociaux, mais rien de constant, rien qui ait construit un crédit. Les premiers signaux d'alarme étaient des choses que j'avais rationalisées. Pendant des années, la façon dont ma mère mentionnait avec désinvolture qu'elle avait dû aider un peu Lorraine pour quelque chose, toujours vague sur le montant.
L'anniversaire où Lorraine m'a donné une carte sans cadeau, et où ma mère m'a prise à part après pour dire « elle traverse une période difficile ». N'en fait pas toute une histoire. Le fait que Lorraine ne m'ait jamais, de mémoire d'adulte, posé une question directe sur ma vie, à moins qu'elle n'ait besoin de quelque chose. Je me suis dit que c'était juste la famille. Que c'était comme ça. Que certaines familles fonctionnaient. Je me suis trompé sur la nature de cette erreur. J'ai envoyé un SMS à Lorraine avec une seule phrase, « Pourquoi mon nom est-il sur votre prêt immobilier ?» 3 points sont apparus, ont disparu. Sont réapparus, ont disparu. J'ai regardé mon téléphone pendant 4 minutes. Puis ma mère a appelé. Pas Lorraine. Maman, Claire. Sa voix était prudente. Mesurée. La voix qu'elle utilise quand elle a déjà décidé comment une conversation va se dérouler. Ne crée pas de drame avant de connaître toute l'histoire. Elle n'était pas surprise. J'ai remarqué ça immédiatement, comme une écharde sous la peau. Elle n'était pas surprise. Elle gérait déjà la situation. Lorraine était désespérée, dit-elle avec un soupir, qui suggérait que j'étais la partie déraisonnable. La banque n'approuverait pas ses revenus seuls, et le crédit de Marc, il y avait quelques problèmes. Tu as toujours été si doué avec l'argent, Claire. Nous pensions que ce serait temporaire, juste le temps qu'il puisse refinancer. Je me suis assise sur mon canapé d'occasion. Nous, j'ai dit, ce que tu dis. Nous pensions. Qui est le nous? Maman. Une pause. Pas longue. Assez longue. Mon père a décroché l'extension. Je ne savais pas qu'ils avaient encore un téléphone fixe qui fonctionnait comme ça. Cela donnait l'impression de recevoir de mauvaises nouvelles de 1987. Ta sœur a des enfants, dit-il. 2 enfants qui ont besoin d'un foyer stable. Tu n'as que toi-même à te soucier. Juste toi-même. J'ai regardé autour de mon appartement. Les rideaux sur tringle à tension, les oranges sur le comptoir. Juste toi-même. Comme si les 36 années que j'avais passées à être la stable, la responsable, la fille qui n'avait jamais rien demandé. Comme si c'était un défaut de caractère. Comme si j'avais en quelque sorte échoué ma famille en n'ayant pas besoin de suffisamment de secours. Il voulait que je me taise, que je gère ça en privé, que j'appelle la banque. Que je trouve un arrangement, ne gâche pas la vie de Lorraine pour de la paperasse. Paperasse, 560 000 $, 18 mois de retard. Un avis de recouvrement à mon nom. Paperasse. Je leur ai dit que j'y penserais. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, je suis allé au poste de police du 14e district. À 8h47. J'avais l'avis de recouvrement, 3 mois de mes relevés de crédit réel. Imprimé depuis annualcreditreport.com, et une capture d'écran de l'Instagram de Lorraine du jour où elle a emménagé. Elle se tenait devant le 4417 Carmichael Drive avec une bouteille de champagne et la légende « Doux foyer ». Les rêves deviennent vraiment réalité. L'officier à l'accueil était une femme nommée Patricia Coles. J'ai appris plus tard qu'elle avait fait partie de l'unité des crimes financiers pendant 11 ans. Elle était compacte, efficace, et elle écoutait sans expression, ce que j'ai apprécié. La sympathie me fait pleurer. L'efficacité m'a empêché de m'effondrer. Elle a pris mes documents, enregistré le rapport, attribué un numéro de dossier. Qui a eu accès à vos informations personnelles, a-t-elle demandé. Numéro 2. Sécurité sociale, date de naissance, numéro de compte existant. Je redoutais cette question. Pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que connaître la réponse à haute voix dans un bâtiment officiel, avec une femme là, tapant sur un ordinateur, la rendait éternellement réelle. Ma sœur, ai-je dit, et probablement mes parents. Ma voix a tremblé sur le dernier mot.
L'officier Colès m'a regardé juste une seconde, le professionnalisme s'est effacé d'exactement 1 millimètre, et elle a dit, je suis désolé, c'est une chose difficile à dire. C'était le cas. L'affaire a été assignée 2 jours plus tard au détective Raymond Holloway de l'unité des crimes financiers, 16 ans de service, les 7 dernières années dans la fraude financière. Il m'a appelé de son bureau à 16h15 un mardi, a posé des questions méthodiques. D'une voix grave et neutre, et m'a dit de rassembler tout ce que j'avais. Chaque document, chaque communication, chaque preuve. Ne les prévenez pas. A-t-il dit, ne discutez pas de l'affaire. Ne dites pas aux membres de votre famille ce que vous nous avez dit. Ma mère m'a déjà appelé, ai-je dit, un temps. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je lui ai raconté. Un autre silence, plus long. Mademoiselle Mercé, a-t-il dit. Je veux que vous compreniez que ce que vous décrivez ou l'utilisation de votre identité sans consentement, les signatures falsifiées sur des documents financiers ou est un vol d'identité criminelle dans cet état. Cela peut entraîner jusqu'à 10 ans de prison. J'ai noté 10 ans sur un bloc-notes. Je l'ai fixé. D'accord. J'ai dit, ça va être inconfortable. Je sais que ça peut fracturer votre famille de façon permanente. Détective Holloway, ai-je dit. Ils l'ont fait, pas moi. Il est resté silencieux un instant. C'est juste, a-t-il dit. J'ai passé la semaine suivante dans un genre particulier de cauchemar éveillé qui n'a pas de nom approprié. En surface, tout était normal. J'allais au travail. Je répondais au courriel. Je déjeunais à mon bureau. J'ai appelé ma mère 2 fois. Désinvolte, prudente. Ne laissant rien transparaître, car le détective Holloway m'avait demandé de maintenir le contact et de noter tout ce qui pourrait être utile. Ma mère, à son crédit, était douée pour la normalité. Elle a mentionné les enfants de Lorraine, m'a demandé si j'avais regardé une émission qu'elle aimait, a dit que mon père avait des problèmes de genoux. Pas une seule fois elle n'a reconnu le prêt immobilier. Pas une seule fois elle n'a demandé si j'y avais réfléchi comme elle me l'avait demandé. Elle s'était recalibrée. J'ai compris. Elle avait décidé que si elle agissait comme si rien ne s'était passé, peut-être que rien ne continuerait à se passer. Pendant ce temps, j'obtenais une image complète de mon rapport de crédit. J'avais demandé les 3 bureaux Experian, TransUnion, Equifax et je les avais parcouru ligne par ligne, à ma table de cuisine, avec un surligneur. Le prêt immobilier était l'élément évident, mais ce n'était pas le seul. Il y avait une carte de crédit ouverte à mon nom il y a 18 mois, débitée de 11 000 $. Un prêt automobile de 24 mois pour un Nissan Pathfinder, 31 000 $. Je suis resté longtemps avec les rapports. Puis j'ai appelé l'avocate interne de Greyfield, une femme nommée Diane Tate, qui était ma discrète alliée. Professionnelle depuis 4 ans, et qui, lorsque je lui ai dit que j'avais besoin d'une référence pour un bon avocat en protection du consommateur, n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste dit, Margaret Oy, c'est la meilleure que je connaisse. Dis-lui que je t'envoie. Margaret Oy travaillait dans le droit de la consommation et de la fraude identitaire depuis 19 ans. Son bureau était petit, précis, et tapissé de dossiers organisés par des onglets de couleur. Elle portait des lunettes de lecture sur une chaîne et avait le comportement de quelqu'un qui avait tout entendu et était très peu surprise. Elle a lu ma documentation, a pris son temps, a pris des notes. Combien de membres de la famille ont eu accès à votre numéro de sécurité sociale et à vos données de compte, a-t-elle demandé. Mes parents, au minimum. Probablement. Ma sœur, éventuellement son mari. Le mari? Est-il coopératif? Je ne sais pas encore. C'est compliqué. Marc avait toujours semblé être un homme vaguement piégé, vaguement honteux du piège. Je ne savais pas de quel côté il tomberait. Margaret m'a regardé.
par-dessus ses lunettes. Mademoiselle Mercé, c'est une exposition importante. Nous parlons d'un prêt immobilier de 560 000 $, potentiellement un prêt automobile supplémentaire, une fraude à la carte de crédit, la valeur cumulée de l'accusation de vol d'identité à elle seule. Il y en a peut-être d'autres, ai-je dit. Je lui ai parlé de la carte de crédit et du Pathfinder. Elle a noté quelque chose. Nous allons déposer un affidavit officiel de vol d'identité auprès de la FTC aujourd'hui. Cela commence. La trace écrite pour la réparation du crédit. Le détective Holloway, mène-t-il une enquête criminelle parallèle? Oui. Bien. Elle a fermé le dossier. Allez à votre dîner de famille samedi. Je l'ai regardé. Quoi? Votre mère vous a invité à dîner. Vous m'avez dit qu'elle agit comme si rien ne s'était passé. Allez-y. Elle a tapoté son stylo sur le bureau. N'apportez rien. Dites très peu. Écoutez tout. S'ils avouent quoi que ce soit, même partiellement, c'est admissible. Cela ressemble à un piège. C'est un piège, a dit Margaret avec plaisir. Cette fois, c'est juste vous qui le tendez. Le dîner du samedi était un rôti de bœuf. Ma mère avait utilisé les bonnes assiettes. Celles de couleur crème. Qu'elle ne sortait que pour les invités et les fêtes, ce qui m'a fait comprendre qu'elle saisissait que c'était une performance, et qu'elle l'avait préparée en conséquence. Lorraine était déjà à table quand je suis arrivé. Elle affichait l'expression que je lui avais vue porter à chaque conversation difficile que nous avions eue. Une sorte de souffrance préventive et douce. Lèvres légèrement entr'ouvertes. Yeux légèrement humides. Le regard d'une femme qui a appris que plus vite elle a l'air de souffrir, plus vite les autres arrêtent de poser des questions. Marc était au comptoir, pas à table. Il m'a à peine regardé quand je suis entré. Mon père a versé du vin. Nous avons parlé de rien pendant 20 minutes, avec l'énergie particulière d'une famille qui a convenu, sans en discuter, de prétendre qu'il n'y avait pas de bombe sur la table. Puis ma mère a posé sa fourchette. Nous avons besoin que tu sois raisonnable, Claire. Les yeux de Lorraine se sont remplis juste à temps. J'allais arranger ça, dit-elle, sa voix un murmure prudent. Il nous fallait juste un peu plus de temps. Le plan était toujours de refinancer, une fois que Marc aurait sa promotion. Lorraine, j'ai gardé ma voix égale. Il n'y a pas de promotion qui refinance 560 000 $. Il nous fallait juste une chance. Sa voix a craqué. Les larmes ont coulé à pic. Tu n'as aucune idée de ce que ça a été. La pression. Les enfants ont besoin de stabilité. Laisse tomber la plainte, a dit mon père. Sa voix était basse et ferme. La voix qu'il utilisait quand il voulait avoir le dernier mot. Ça peut encore être annulé. Tu appelles Holloway. Dis-lui que c'était un malentendu, une mauvaise communication familiale. J'ai fouillé dans mon sac. J'ai fait glisser le rapport de police sur la table. Il a atterri devant ma mère. Elle l'a regardé, puis elle l'a pris lentement, sans surprise. Comme on prend quelque chose qu'on attendait, comme si elle avait calculé le moment où cela arriverait et ne faisait que confirmer le calendrier. Ça ne peut pas être annulé, ai-je dit. Les larmes de Lorraine ont cessé. Je ne veux pas dire qu'elles ont ralenti. Je veux dire qu'elles ont cessé net, comme un robinet fermé. Son expression est devenue plate juste une seconde. Sans garde avant que le visage blessé ne se recompose, puis la porte du couloir s'est ouverte. Marc est entré, de l'endroit où il était à l'arrière de la maison, et il ressemblait à un homme qui avait été assis seul, prenant une décision finale. Son visage était calme, comme les visages deviennent calmes quand ils ont dépassé la peur pour quelque chose de l'autre côté. Il s'est assis à table. Dis-lui pour le deuxième prêt, a-t-il dit doucement.
Avant que je le fasse, le silence. Le genre de silence qui a un poids. Quel deuxième prêt, ai-je dit. Mon père a dit le nom de Marc. Sec. Marc a regardé. Mon père avec une expression que je ne peux décrire que comme « c'est fini ». Ligne de crédit immobilière, a-t-il dit. 240 000 $. Ils l'ont ouverte 6 mois. Après la clôture du prêt immobilier. Utilisez la maison comme garantie. Il a fouillé sous sa chaise et a posé un dossier jaune sur la table. Ton nom est aussi sur celui-là, Claire. J'ai regardé Lorraine. Elle regardait la table. J'ai ouvert le dossier. Candidature. Relevé bancaire, signature falsifiée. Les miennes, rendues assez fidèlement. Pour tromper un œil occasionnel. Pas assez fidèlement pour tromper un analyste. Judiciaire. Des courriels entre l'adresse électronique de Lorraine et quelqu'un d'un service de notaire que je n'avais jamais utilisé. Un tampon de notaire d'un homme nommé Gérald Fisk, dont la licence, j'allais l'apprendre plus tard, avait été signalée par le barreau 2 ans auparavant. Et puis j'ai tourné une page et j'ai senti le sol bouger sous moi. Un scan, fané, légèrement pixelisé. La partie supérieure d'une ancienne demande de passeport, mon écriture. Remplissant le formulaire que j'avais rempli chez mes parents il y a 7 ans. Parce que leur imprimante fonctionnait et que la mienne était cassée. J'avais rempli ce formulaire à leur table de cuisine, l'avais enregistré sur leur bureau. Pour l'imprimer, et apparemment jamais supprimé. J'ai regardé ma mère. Elle a détourné le regard, pas vers le mur, pas vers Lorraine. Elle a regardé en bas et à gauche, la direction que prennent les gens quand ils ne nient pas une chose, mais refusent simplement d'être témoins de leur propre responsabilité. Mon père disait quelque chose. Sa voix était devenue forte, défensive, le registre particulier d'un homme qui s'affole. Je n'ai pas entendu les mots. Je regardais toujours ma mère. Je me suis levé. Mon père s'est mis en travers du couloir avant que je n'y arrive. Ce n'était pas un homme corpulent, mais il s'est planté avec la certitude de quelqu'un qui n'avait jamais eu à faire respecter physiquement son autorité et ne savait pas qu'il l'avait déjà perdu. Si tu sors avec ces papiers, dit-il, tu détruiras cette famille. Il semblait plus petit que je ne l'avais jamais vu. Pas physiquement, d'une manière essentielle. Je t'ai entendu dire ça, ai-je dit. Je veux que tu m'entendes. Écoutes-tu? Il n'a pas répondu. Tu l'as détruite, ai-je dit. Quand tu as décidé quelle fille avait le droit d'être importante. Je suis passé devant lui. Dehors, sur le parking, je suis resté assise dans ma Honda Civic pendant 45 secondes, les mains sur le volant, et j'ai respiré. J'ai juste respiré, par le nez, par la bouche, le dossier sur mes genoux. Mon téléphone s'est allumé avant même que j'ai démarré le moteur. Pense au enfant. Puis, maman a des douleurs à la poitrine. Puis, papa dit que tu es morte pour nous si tu vas jusqu'au bout. Je les ai lus, tous. Je veux être honnête à ce sujet. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai laissé chacun d'eux faire son effet. Puis j'ai bloqué tous les numéros. J'ai appelé le détective Holloway depuis le parking. J'ai le dossier, ai-je dit. Un silence. Ne rentrez pas chez vous, a-t-il dit. Venez directement ici. Les 3 semaines suivantes ont été les plus épuisantes de ma vie. Pas épuisantes par leur drame, mais épuisantes administrativement. La fatigue spécifique et éprouvante des formalités, des appels téléphoniques, des rendez-vous et de la documentation qui démantèlent une vie normale et la réassemble en preuve. L'équipe des crimes financiers du détective Holloway a fait appel à un expert en documents médico-légaux nommé Carl Bresnahan, 30 ans d'expérience en analyse de documents suspects, auparavant au bureau du FBI. Qui a passé 2 jours sur les demandes de prêt hypothécaire et les papiers de la ligne de crédit hypothécaire.
et a produit un rapport de 47 pages concluant que les signatures étaient des faux, incompatibles avec les exemplaires connus du sujet en termes de rythme. 2. Pression du stylo et de trait final. Il a identifié une deuxième signature falsifiée, différente de la mienne, qui s'est avérée être celle de Marc, sur un document d'assurance que Lorraine avait apparemment soumis à son insu. C'est à ce moment-là que Marc a cessé d'être un personnage périphérique pour devenir un témoin. Son avocat, un homme nommé David Park, que je décrirai plus tard dans un journal juridique comme l'un des avocats de la défense en col blanc les plus agressifs de l'État, a négocié un accord de coopération. La déclaration de Marc faisait 68 pages. Elle nommait Lorraine. Elle nommait ma mère, spécifiquement comme la personne qui avait localisé le fichier de la demande de passeport. Elle nommait Gérald Fisk, le notaire, qui, il s'est avéré, avait tamponné 8 documents frauduleux au cours des 3 années précédentes pour un forfait de 400 $ chacun. Gérald Fisk a été arrêté un jeudi. Il a coopéré dans les 48 heures. J'ai reçu un appel de Margaret un vendredi après-midi. Elle m'a dit de m'asseoir. Le bureau du procureur a déposé des accusations, a-t-elle dit. Vol d'identité, fraude électronique, faux, 2. Chef d'accusation chacun. Vos parents, un chef d'accusation de complot en vue de commettre un vol d'identité, un chef d'accusation de complicité. Gérald Fisk, 4 chefs d'accusation de fraude notariée. J'étais assise. J'étais assise à ma table de cuisine, la même table où j'avais lu les rapports de crédit avec un surligneur. D'accord, ai-je dit. Claire. La voix de Margaret était prudente. Tu vas bien? J'y ai réfléchi honnêtement. Non. Ai-je dit, mais ça va aller. Le processus de réparation du crédit, au cas où vous auriez un jour la malchance d'avoir besoin de cette information, est une sorte particulière de purgatoire bureaucratique. Margaret a déposé l'affidavit de vol d'identité de la FTC. Nous avons envoyé des dossiers de contestation, par courrier recommandé avec accusé de réception, G. Les cartes vertes à Experian, TransUnion et Equifax. Nous avons informé les 3 services hypothécaires. Nous avons déposé des contestations formelles auprès du prêteur automobile et de l'émetteur de la carte de crédit. Le service hypothécaire, une entreprise appelée Vantage Homelandin, a initialement résisté. Leur service de fraude, dirigé par un agent de conformité nommé Rachel Tchou, à qui j'ai parlé 4 fois, m'a dit lors du 2e appel qu'il ne pouvait pas retirer une délinquance sans une ordonnance du tribunal. Margaret a fait déposer une ordonnance du tribunal en moins de 2 semaines. Le matin, j'ai regardé mon rapport de crédit se mettre à jour, assise à ma table de cuisine. Ordinateur portable ouvert, rafraîchissant la page, le score a bondi de 481, ou les délinquances l'avaient ramené, à 764. Je suis resté là un moment. 764 n'était pas 791. Pas encore. Cela viendrait. Il faut du temps pour restaurer complètement ce que quelqu'un a passé 2 ans à détruire tranquillement. Mais 764. C'était comme respirer à nouveau. Je veux vous parler de la salle d'audience. Car c'est là que la plupart des gens pensent que l'histoire se termine. Le procès, le verdict, le moment où le marteau tombe. Mais je veux vous parler du moment d'avant. J'étais dans le couloir, devant la salle d'audience 7 du tribunal pénal du comté, à 9h15 un mardi. Je portais mon blazer gris, le bon, celui que j'avais mis pour l'entretien chez Greffy Lilly. À 9 ans. J'avais mon téléphone, ma copie de la déclaration d'impact sur la victime que Margaret m'avait aidé à préparer, et un café que j'avais acheté au chariot en bas, que je n'avais pas pu boire. Ma mère et mon père étaient aussi dans le hall, de l'autre côté. J'étais consciente de leur présence, comme on est consciente du temps présent. Affectant l'atmosphère, mais ne nécessitant pas d'engagement. Ma mère semblait plus petite, pas comme mon père avait semblé petit dans le couloir.
Non pas diminuée par la culpabilité, juste physiquement réduite, comme si les derniers mois avaient épuisé quelque chose. Elle m'a regardé une fois, un long regard. Je l'ai soutenue. Je n'ai pas détourné le regard, mais je n'ai pas non plus ressenti le silence. Il n'y avait rien qu'elle aurait pu dire que j'avais besoin d'entendre. À l'intérieur. Quand le juge a demandé si je voulais parler, je me suis levé. J'avais répété la déclaration 12 fois à voix haute dans mon appartement, au rideau sur tringle attention. Je l'avais réduite de 3 pages à 1. Margaret m'avait dit, soyez spécifique, clair, pas de mots superflus. Les juges n'ont pas besoin de vos émotions. Ils ont besoin de comprendre ce qui a été pris. J'ai dit, mon nom était la seule chose que je possédais entièrement. Mon crédit, mon histoire. Mon identité financière. Je l'ai bâti pendant 15 ans, seul, sans aide, car j'étais la fille de cette famille qui n'avait pas le droit d'avoir besoin d'aide. Ils ont utilisé mon nom parce qu'ils savaient que je serais solvable. Ils l'ont utilisé sans demander, parce qu'ils supposaient que l'amour signifiait que j'absorberais tranquillement les dégâts. Je suis ici pour dire à ce tribunal et à ma famille, qui est dans cette pièce, que l'amour sans responsabilité n'est qu'un autre mot pour la permission de continuer à faire du mal à quelqu'un. Ma mère pleurait derrière moi. Je pouvais l'entendre. Je ne me suis pas retourné. Je me suis assise. Margaret a posé brièvement sa main sur mon avant-bras. Elle n'a rien dit. Elle n'avait pas besoin de le faire. Lorraine a été appelée. Elle s'est levée. L'expression blessée était là. Elle est toujours là. C'est structurel à ce stade. Elle vit sur son visage. Mais quelque chose en dessous avait changé. Elle ressemblait à une femme qui a couru longtemps vers quelque chose, et qui, au dernier moment possible, a enfin entrevu ce que c'était. Son avocat s'est penché, lui a chuchoté quelque chose. Le visage de Lorraine est devenu blanc, pas pâle. Blanc, la couleur du papier, la couleur d'un rapport de crédit. J'ai découvert après ce que l'avocat lui avait dit. L'accord de coopération de Marc incluait un détail dont l'avocat de Lorraine n'avait pas été entièrement informé avant ce matin-là. Les courriels entrent. Lorraine et Gérald Fisk incluaient une chaîne transmise depuis l'adresse électronique de ma mère, qui contenait une copie numérisée non seulement de ma demande de passeport, mais aussi des déclarations de revenus de mes parents. Et une note de ma mère qui disait « Utilise ce dont tu as besoin. Assure-toi. Juste qu'elle ne le découvre pas. » Ma mère avait écrit cela. Assure-toi juste qu'elle ne le découvre pas. Lorraine est restée au podium pendant un long moment. Son avocat a de nouveau murmuré, puis Lorraine a prononcé 3 mots, je plaide coupable. Épilogue. 8 mois plus tard, Lorraine a reçu 22 mois de probation, 200 heures de travaux d'intérêt général, et une ordonnance de restitution de 800 000 $. La valeur combinée des dommages liés au retard de paiement du prêt hypothécaire, de la ligne de crédit hypothécaire, de la carte de crédit et des frais juridiques. Elle et Marc sont séparés. Elle a emménagé dans un appartement de 2 chambres dans le code postal de ses parents. Je ne connais pas l'adresse. Mes parents ont reçu chacun 12 mois de probation et une amende conjointe de 45 000 $. Mon père a pris sa retraite anticipée. Ma mère a pris un emploi à temps partiel dans une jardinerie, ce que je ne sais que parce qu'une connaissance mutuelle me l'a dit. Je n'ai pas demandé. Gérald Fisk a perdu sa licence de notaire et a plaidé coupable à 4 chefs de fraude. Il a reçu 18 mois de probation et est définitivement interdit de manipuler tout document notarié dans l'État. Mon score de crédit est de 803. J'ai emménagé dans un appartement de 2 chambres il y a 6 mois. Il est situé dans un immeuble qui n'est pas seulement propre, mais agréable. Les rideaux sont de vrais rideaux, suspendus à une tringle appropriée, installés par quelqu'un
Que j'ai payé pour le faire correctement. Il y a une deuxième chambre que j'utilise comme bureau. Il y a un message vocal sur mon téléphone de ma mère. Laissé il y a 3 mois, que je n'ai pas écouté et que je n'écouterai peut-être jamais. Je ne l'ai pas supprimé non plus. Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie. Je pense que cela signifie que je suis toujours en train de décider. Marc m'a envoyé une carte. Juste une carte. Pas de lettre. Elle disait, j'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. J'espère que tu vas bien. J'ai répondu, je vais bien. Merci pour le dossier. Je le pensais. Je pense parfois à la demande de passeport. Celle que j'avais remplie à la table de cuisine de mes parents, il y a 7 ans, un mardi après-midi, parce que leur imprimante fonctionnait. Je me souviens être parti de la maison ce jour-là, être monté dans ma voiture, sans y penser à 2 fois aux fichiers sur leur bureau. Je leur avais fait confiance pour quelque chose de petit, d'ordinaire et entièrement à moi, et ils l'avaient gardé en attente. Je n'y pense plus avec colère. J'y pense avec la clarté spécifique qui vient quand on comprend enfin les termes d'une relation qui a toujours été conditionnelle. On ne savait juste pas quelle était la condition. La condition était le silence. Je ne l'ai pas respecté. C'est la seule partie de l'histoire que je ne voudrais pas